Donc, bienvenue tout le monde à ce deuxième webinaire de la FEFOC pour l'année 2026. On s'est mis d'accord pour parler dans cette session thyroïde et grossesse. Vous savez tous que l'hypothyroïdie est fréquente, mais aussi l'hyperthyroïdie, et ça peut basculer d'un état à un autre, et c'est très important pour la santé de la femme, du bébé et du nouveau-né. C'est pour ça qu'on avait invité trois orateurs pour nous parler, chacun de son expérience, pour nous apporter un plus dans la prise en charge de cette association. Pour commencer, je vais introduire mon ami Fawzi Kanoun, qui est professeur à la faculté de Tunis, Tunisie, faculté Tunis El Mana. Il est endocrinologue de formation à Tunis. Et là, actuellement, il est en libre pratique. Et je le remercie d'avoir accepté de nous introduire ce sujet par les modifications au cours de la grossesse, les physiologiquement, et des dystéroïdies et grossesse. Si Fawzi Kainoun, à toi la parole. Merci, merci. Bonjour à tout le monde. Merci, monsieur, mon ami docteur Zouaï, pour m'avoir offert cette occasion pour participer à ce webinaire qui consiste qui porte sur le sujet de la thyroïde et grossesse. Vous savez que la pathologie thyroïdienne est une pathologie très fréquente. Elle est aussi fréquente que le diabète, là. C'est ce qu'on voit en consultation d'endocrinologie générale partout. À peu près 40% de diabétiques, 40% de problèmes de thyroïde et 20% pour le reste des problèmes d'endocrinologie. Cette pathologie est caractérisée par la prédominance féminine et en particulier chez les femmes en âge de procréation. Le troisième point, c'est que pendant la grossesse est une occasion elle va entraîner tout un chambardement du système hormonal et auto-immun, mais c'est un chambardement dans le bon sens, dans un sens positif. C'est une adaptation à cette nouvelle étape qui est la grossesse. Du côté fœtal, la captation de l'iode commence à partir de 10 à 12 semaines à peu près, et le début de la sécrétion d'hormones thyroïdienne commence vers même euh, dépendant de l'apport iodé maternel et de l'hormone thyroïdienne jusqu'à l'accouchement. Ces perturbations ou ces modifications ne sont pas des perturbations, en fait des modifications hormonales qui vont permettre d'adapter l'état hormonal à la grossesse. Dès le début de la grossesse, il y a une augmentation de la sécrétion de ACG. Cette augmentation de ACG est accompagnée d'une baisse de la sécrétion de TSH, et ceci pendant pendant toutes les 20 premières semaines de la grossesse, et ces taux vont tendre à se normaliser à partir de la 20e semaine à peu près. Qu'est-ce qu'il y a pendant la grossesse? L'augmentation de l'ACG. L'ACG est une hormone qui échange, qui a beaucoup de similitudes structurelles avec la TSH. En fait, c'est la sous-unité alpha qui est commune à l'ACG et la TSH. Et elle va avoir, l'ACG va avoir un effet stimulant thyréotrope, un effet qui va stimuler donc la production de T4, mais en même temps, il va diminuer la TSH, puisque la production d'hormones thyroïdiennes va dépendre beaucoup plus de l'ACG. Donc, par phénomène d'adaptation, la TSH va diminuer par le feedback négatif. L'ACG est également responsable d'une augmentation du taux d'estrogène dans la circulation. L'élévation des oestrogènes va augmenter la production de TBG, c'est-à-dire la protéine transporteuse de thyroxine. Donc, cette augmentation du taux de TBG va augmenter l'affinité de la TBG aux hormones thyroïdiennes, elle va augmenter la liaison de T4 à la TBG, ce qui est pour maintenir un certain équilibre
au niveau de la circulation, il faut qu'il y ait donc une augmentation de la production de T4. Donc, l'ACG, augmentation de l'œstrogène, effet TSH va entraîner donc une augmentation, en même temps une baisse de la TSH. De l'autre côté, il y a le métabolisme de l'iode. L'iode est nécessaire à la production d'hormones thyroïdiennes. Cette augmentation, elle est due, augmentation des besoins de l'iode, elle est due à deux phénomènes, en particulier la désiodation placentaire qui va s'ajouter à ces phénomènes-là. Donc, il va y avoir une perte d'iode et en particulier également par l'augmentation de la filtration rénale. Il y a une fuite rénale. Et tous ces phénomènes vont entraîner une augmentation de la taille de la thyroïde pour permettre la sécrétion, pour permettre la production d'hormones thyroïdiennes suffisantes. Donc, d'un côté, augmentation de l'ACG, d'autre côté, augmentation des besoins en iode. La résultante, c'est l'augmentation de la production de T4 et du volume de la thyroïde ou un goitre. Un goitre qui n'est pas le goitre très important, mais c'est une augmentation physiologique du volume de la thyroïde. Ainsi, les besoins iodés sont évalués à environ 200 à 250 microgrammes par jour. Bon, l'iode, on va le retrouver dans certains pays, on va le trouver dans le sel de cuisine. C'est un enrichissement du sel de cuisine en iode, en particulier dans les pays où il y a une certaine carence iodée pour éviter les hypothyroïdies et les goitres. Et dans les aliments naturels, en particulier dans les poissons, dans le lait et les produits laitiers, et également actuellement, on dispose de plusieurs compléments alimentaires où il y a de l'iode. Voilà les modifications hormonales de taux de TSH et au cours de la grossesse. Au premier trimestre, vous voyez très bien que le taux de TSH est environ entre 0,03 et 2,3 unités pendant le premier trimestre, qui correspond à l'augmentation de ACG. Pendant le deuxième trimestre, le taux de ACG va commencer à diminuer, et ainsi le taux de TSH va peut-être augmenter progressivement. On aura donc des nouveaux normes, c'est-à-dire le taux de TSH qui va être compris entre 0,03 et 3,1. Et cette progression va augmenter, va se continuer pendant le troisième trimestre, où on voit un taux de TSH un peu plus élevé, entre 0,13 et 3,5. On va s'approcher des taux de l'adulte non enceinte. Ainsi, pendant la grossesse, les normes de FT4 et TSH ne correspondent pas aux normes de la femme non enceinte. On ne doit pas appliquer les normes de la femme non enceinte chez la femme enceinte. Et ces normes de FT4 et TSH pendant la grossesse vont dépendre du trimestre et de la technique de dosage. Technique de laboratoire. Normalement, chaque laboratoire doit fournir ses limites. Au premier trimestre, voilà, ici nous avons les normes qu'on doit normalement appliquer en fonction de la technique. Par exemple, avec la technique de Abbott, les normes sont entre 0,0, pour la TSH au premier trimestre, c'est entre 0,09 et 3,47. Pour l'autre technique Beckman, c'est un peu moins. Pour la technique de Roche-Cobas, elle est un peu plus élevée. Donc, si on ne tient pas compte de ces limites-là, on risque donc d'avoir de fausses interprétations. Une valeur qui est normale pour un laboratoire est peut-être un peu plus basse ou un peu plus haute pour un autre. Donc, c'est pour ça que l'interprétation des taux de FT4 et de DSH chez la femme enceinte doivent tenir compte du trimestre et
et de la technique utilisée. Si on ne dispose pas de cette technique, normalement, le résultat des laboratoires, on doit se référer aux normes fournies par le résultat du laboratoire. Sinon, quand on ne dispose pas de ces normes-là, on va arbitrairement ou conventionnellement prendre ces normes-là. Premier trimestre, entre 0,1 et 2,5 pour la TSH. Deuxième trimestre, 0,2, entre 0,2 et 3. Et pour le troisième trimestre, entre 0,3 et 3. Donc, la pathologie thyroïdienne. On peut classer la pathologienne essentiellement en deux types de pathologies. La pathologie fonctionnelle, c'est-à-dire l'hyper- et l'hypothyroïdie, ou la pathologie anatomique ou morphologique sont les goitres et les nodules. On peut ajouter à cela la pathologie auto-immune, avec ou sans anomalie fonctionnelle. En fait, toutes ces pathologies sont... il y a toujours des associations. On peut avoir des goitres hyperfonctionnels ou des nodules fonctionnels. Pour l'auto-immunité, il y a essentiellement trois types d'anticorps. Les anticorps anti-TPO, anti-thyroperoxydase, qui sont positifs chez environ 5 à 14% des femmes enceintes, c'est la thyroïdite d'Hashimoto, qui peuvent être accompagnés ou non d'une dysfonction thyroïdienne. Les antithyroglobulines, 3 à 10% des femmes enceintes, et on les trouve également dans la thyroïdite d'Hashimoto, généralement au début de l'atteinte thyroïdienne. Les anticorps antirécepteurs de la TSH, c'est autre chose. Ce sont des anticorps qui vont stimuler, le plus souvent, ce sont des anticorps qui vont stimuler la production les cellules thyroïdiennes et vont ainsi provoquer la surproduction d'hormones thyroïdiennes. Dans certains cas, ces anticorps sont inhibiteurs. Et au lieu de voir une hyperthyroïdie, on va se retrouver devant une hypothyroïdie. Et ces auto-anticorps, on les trouve essentiellement dans la maladie de Basedow. Voici une l'association entre le persotyl d'anticorps anti-thyroperoxydase et le risque d'avoir un taux de TSH élevé supérieur à 4. On va donc dans les percentiles les plus bas, le risque de TSH supérieur à 4, plus du risque d'avoir un taux de TSH supérieur à 4, c'est-à-dire on entre dans le cadre de l'hypothyroïdie, donc que ce soit infraclinique, c'est-à-dire sans modification de production d'hormones thyroïdiennes, ou hypothyroïdie avérée avec un taux bas d'hormones thyroïdiennes ou FT4. Les hyperthyroïdies. Il y a plusieurs causes. La maladie de Basedow, il y a les thyrotoxicoses gestationnelles transitoires ou hyperémesis gravidarum. Ce sont cliniquement, c'est un tableau qui se rapproche beaucoup de l'hyperthyroïdie avec essentiellement des vomissements assez importants. Qu'on voit le plus souvent, c'est au début de la grossesse. Les thyroïdites, en particulier dans la phase hyperthyroïdienne, certains nodules et goitres multinodulaires peuvent être toxiques, ce sont des nodules autonomes qui vont produire l'hormone thyroïdienne indépendamment de la TSH, donc ils vont s'accompagner d'une freination de la TSH. D'autres pathologies beaucoup moins fréquentes sont rares, les thyrotoxicoses factices, c'est-à-dire des prises d'hormones thyroïdiennes dans un but d'amaigrissement, par exemple. Les adénomes thyréotropes sont vraiment très, très, très rares. Le mol hydatiforme ou les goitres ovariens sont également très rares. Voilà les relations entre le vomissement et le taux d'ACG, de TSH et de FT4. On voit très bien qu'il y a une corrélation entre l'augmentation de taux de ACG et d'hormones thyroïdiennes ou de la baisse de TSH. Par exemple, ici, ce qu'on voit à la colonne rouge, la colonne rouge,
où il y a le taux d'ACG le plus élevé, ce sont des femmes qui ont les vomissements les plus sévères. Les plus sévères. Et également, on trouve qu'ils ont un taux de T4 élevé, un taux de TSH bas, c'est-à-dire pratiquement un tableau biologique, biochimique ou hormonal d'hyperthyroïdie. FT4 est très important. Ce qui va donc faire ici, on constate très bien que ça va faire le diagnostic différentiel. Est-ce qu'il s'agit d'une hypothyroïdie vraie ou bien est-ce que c'est juste un effet ACG? Chez les femmes qui n'ont pas de vomissement, on a des taux de ACG, de FT4, TSH, qui sont normaux. En pratique, il y a plusieurs situations. On a de l'hyperthyroïdie connue avant la grossesse. Ça, ça ne va pas poser de problème. La femme, elle a une hypothyroïdie, elle est connue, elle est traitée, etc. Et le problème se pose quand on a une femme donc, au début de grossesse, c'est-à-dire au premier trimestre, avec une hyperthyroïdie clinique et ou biologique, des signes cliniques d'hyperthyroïdie, des signes de grossesse qui se rapprochent des signes de grossesse, avec un taux de TSH bas et de FT4 élevé ou normal. Quel est donc le diagnostic et comment on va procéder? Tout d'abord, bien sûr, on va se baser sur les antécédents personnels et familiaux, la présence d'une dysthyroïdie, que ce soit ou d'une pathologie auto-immune ou d'une prise médicamenteuse pouvant, par exemple, une femme de lévothyroxine, etc. Donc, ce sont des éléments qui vont nous orienter vers un diagnostic étiologique. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une hyperthyroïdie, ou bien est-ce qu'il s'agit d'une hyperthyroxinémie ou d'une thyrotoxicose transitoire de la grossesse. L'examen clinique, il faut surtout chercher les signes de la maladie de Basedow, en particulier l'ophtalmopathie basedovienne. L'examen de la thyroïde est le caractéristique du goitre, un goitre vasculaire assez important, donc ça oriente vers la maladie de Basedow. Et sinon, je n'ai pas assez d'éléments d'orientation, le bilan immunologique, c'est le dosage des anticorps antirécepteurs de la TSH qui va nous permettre de différencier. Des anticorps antirécepteurs TSH positifs, c'est la maladie de Basedow. À ce moment-là, on va traiter comme maladie de Basedow. Mais le problème, mais quand on a des taux d'antirécepteurs de TSH négatifs, donc ici, la thyroïdite, la maladie de Basedow est écartée. C'est une femme qui n'a pas de... bon, il peut s'agir d'une thyrotoxicose gestationnelle transitoire ou d'une autre pathologie, une thyroïdite ou d'un nodule toxique. La thyrotoxicose gestationnelle transitoire ou hyperémésis gravidae de l'homme, c'est l'étiologie la plus fréquente dans ces situations-là. Et c'est donc, comme on a dit, c'est un effet ACG. Elle va régresser spontanément en 12 à 14, après la 12e, 14e semaine, généralement, toute la symptomatologie va régresser et même le taux des hormones thyroïdiennes de FT4 et des TSH va retourner à la normale. Et on comprend très bien qu'il n'y a pas besoin de traiter ces maladies-là, ces cas-là. Sauf si le traitement symptomatique ou si nécessaire, on peut donner des bêta-bloquants ou des anti-émétiques. Donc, il n'y a pas besoin d'antithyroïdiens de synthèse. Pour les thyroïdites, c'est la même chose. Pas de traitement antithyroïdien, juste un traitement symptomatique ou anti-inflammatoire, si nécessaire. L'anti-inflammatoire, c'est dans les formes sévères où le goitre est vraiment très douloureux. Les nodules toxiques sont des femmes donc, qui sont en hyperthyroïdie et présentent un nodule. Bon, normalement, le diagnostic se fait par la scintigraphie, mais on ne peut pas faire de scintigraphie chez une femme enceinte. Dans ce cas-là, et si la hyperthyroïdie persiste après le 14e ou 2e semaine et qu'on a un nodule et qu'on suspecte fortement un nodule toxique, on peut se permettre des antithyroïdiens de synthèse. La maladie de Basedow, donc, il y a un terrain d'auto-immunité, un goitre diffus vasculaire, une ophtalmopathie basedovienne et des anticorps antirécepteurs positifs. C'est ce qui va permettre le diagnostic de la maladie de Basedow.
Le traitement, c'est un traitement médicamenteux qui repose sur les antithyroïdiens de synthèse avec ou sans propranolol, bêta-bloquant en cas de tachycardie sévère. L'évolution, généralement, il y a une aggravation au premier trimestre, mais au deuxième trimestre, du fait du phénomène de tolérance alimentaire, immunitaire, on peut donc observer une amélioration vers le deuxième trimestre. Le traitement. Le traitement est fait avant la conception. Une femme qui a une maladie de base d'eau et qui a des possibilités, qui a un âge de procréation et qui a un désir de grossesse, il vaut mieux préférer une thyroïdectomie totale, un traitement radical, soit une thyroïdectomie totale ou un traitement par l'iode radioactif. On va préférer la thyroïdectomie totale. Pourquoi? Parce que, bon, il y a généralement, dans les deux techniques, il y a persistance d'anticorps antirécepteurs TSH, mais avec la thyroïdectomie totale, ce risque est très faible par rapport au traitement par l'iode radioactif. Et quand on a, même après un traitement radical, quand on a une persistance d'anticorps antirécepteurs TSH, donc il y a un risque de récidive, pas d'hyperthyroïdie, mais de récidive immune. Ou bien, et également, il y a un risque d'hyperthyroïdie fétale parce que ces anticorps antirécepteurs TSH peuvent traverser le placenta et peuvent stimuler la thyroïde fétale et on va assister donc à une hyperthyroïdie fétale transitoire, bien sûr, qui va persister avec jusqu'à la durée de vie la fin des anticorps antirécepteurs TSH d'origine maternelle. En l'absence de traitement radical, par exemple, une femme qui a une maladie de base d'eau, elle a reçu le traitement antithyroïdien de synthèse, elle est en rémission complète, et là, il faut une contraception pour éviter la grossesse. Bon, en l'absence de contraception, et maintenant, on est devant une femme enceinte et qui nécessite donc un traitement par antithyroïdien de synthèse. Ça va nous poser des problèmes. Ça va nous poser des problèmes parce que les antithyroïdiens de synthèse sont très risqués. Sont risqués parce que certains ont une toxicité, et tous ils ont une toxicité hépatique, hématologique, un risque tératogène, un risque d'hypothyroïdie fétale. Tous les produits ont ce risque-là, mais si on compare entre les produits, on trouve que le propylthiouracil, PTU, il a beaucoup plus de toxicité maternelle, hépatique ou hématologique que de risques tératogènes. Alors que les autres, comme le carbimazole ou le néomercazole, ont un risque beaucoup plus tératogène que le risque hépatique, si en comparaison au propylthiouracil. Donc, ce qu'on propose, c'est qu'au début de la grossesse, on va commencer par le propylthiouracil, parce qu'il y a moins de risques tératogènes par rapport aux autres, mais il y a plus de risques de toxicité hépatique par rapport aux autres. Qu'à partir de la à partir du deuxième trimestre, on va donc changer le propylthiouracil par le carbimazole ou le métimazole, qui a donc moins de risques tératogènes. Dans tous les cas, c'est un équilibre qui est très délicat. Et la règle, c'est d'utiliser les doses les plus faibles, efficaces. La plus faible dose efficace pour éviter les risques. Mais c'est toujours un risque très faible et c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer un traitement radical avant d'autoriser la grossesse. Les hypothyroïdies. Il y a les thyroïdites auto-immunes, thyroïdite d'Hashimoto, anticorps anti-thyroperoxydase positif, les thyroïdites subaiguës de De-Quervain qui passent par deux phases, phase d'hyperthyroïdie, d'hypothyroïdie, puis la normalisation. Ils sont caractérisés par le caractère très douloureux au niveau très douloureux de la thyroïde, de la région thyroïdienne, avec une vieillesse accélérée. Il y a les hypothyroïdies iatrogènes,
que ce soit la thyroïdectomie, une femme qui a déjà une thyroïdectomie totale, qui a reçu un traitement radical par iode radioactif, ou qui prend des médicaments, la surcharge iodée ou le lithium, qui peuvent donc entraîner des hypothyroïdies. Il y a les hypothyroïdies centrales, donc caractérisées par un taux d'hormone thyroïdienne bas et un taux de TSH non augmenté. Ils sont donc là, ici, on comprend très bien qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas ajuster notre traitement sur la TSH, mais sur le taux d'hormone thyroïdienne, de FT4 en particulier, et là, les hypothyroxinémies. Les hypothyroïdies, on a deux, on peut distinguer l'hypothyroïdie avérée, FT4 bas et TSH élevé, tableau classique, mais il y a l'hypothyroïdie infraclinique, donc FT4 normal. Et généralement, il n'y a pas assez de signes d'hypothyroïdie net. On a un FT4 normal et TSH élevé. Ce sont les hypothyroïdies infracliniques qu'on doit traiter, bien sûr, chez la femme enceinte. Quels sont les facteurs de risque d'avoir une hypothyroïdie? Il y a les situations de carence iodée qui sont maintenant devenues très, très rares. Les antécédents, les femmes qui ont des antécédents personnels ou familiaux de maladies auto-immunes, que ce soit thyroïdiennes ou autres. Il y a les femmes qui ont des antécédents familiaux d'hypo ou d'hyperthyroïdie, ou parfois de goitre nodulaire. La présence d'anticorps antithyroïdiens, tout en étant en thyroïdie. L'exposition aux radiations ionisantes et des expositions iatrogènes comme la prise d'amiodarone, cordarone ou de produits de contraste iodé, de lithium ou autre chose. Les complications materno-fétales de l'hypothyroïdie sont assez fréquentes, vous les connaissez très bien, les interruptions de grossesse, l'hématome rétroplacentaire, rupture prématurée des membranes, l'hypertension gravidique, la prééclampsie, prématurité, détresse néonatale, les altérations de développement neuro-intellectuel, avec donc caractérisé par la baisse du quotient intellectuel à l'enfance. La conduite du traitement substitutif. Comment on va traiter ces femmes qui ont une hypothyroïdie? Déjà, si on a un taux de TSH élevé, bon, les femmes qui ont, c'est-à-dire, je parle ici peut-être des femmes qui sont hypothyroïdiennes découvertes à la grossesse, ou déjà au début de la grossesse, avant la grossesse, avant la conception. Donc, des hypothyroïdie connues, TSH supérieur à 10, la dose habituelle pour une femme enceinte, c'est 1,6 microgrammes par kilo par jour de lévothyroxine. Dans les situations où on a un taux de FT4 normal, avec TSH entre la limite supérieure du laboratoire ou 2,5 et 10, la dose est de 1 à 1,2 microgrammes par kilo. Ils sont déjà des femmes qui ont un taux de FT4 normal. On peut les donner 1 à 1,2 microgrammes par kilo de lévothyroxine quand elles ont un taux de TSH qui est supérieur à 10. Quand on a une FT4 basse et TSH normal, il faut surveiller et on n'a pas besoin de traitement. La surveillance, c'est par le dosage de TSH toutes les 4 à 6 semaines jusqu'à la 20e semaine, puis à 28 semaines d'aménorrhée. L'objectif, c'est d'avoir un taux de TSH inférieur à 2,5 avec donc une FT4 normale à la normale du trimestre selon les références du laboratoire. Faut-il dépister systématiquement l'auto-immunité? Bon, ici, c'est une étude, on ne voit rien sur le tableau, mais c'est une étude qui a été faite sur les femmes qui ont des anticorps anti-TPO positifs sans avoir de dysthyroïdie. Ils sont euthyroïdiennes avec des anticorps anti-thyroïdiens positifs et ça montre très bien qu'on pratiquement ne gagne pas beaucoup de choses à traiter avec juste des anticorps anti-TPO positifs, euthyroïdie clinique et fonctionnelle.
Donc, le dépistage systématique des anticorps anti-TPO n'est pas recommandé. Chez les femmes qui sont ATPO positifs et connues et qui sont en euthyroïdie, il faut faire un taux de dépistage de dysthyroïdie dès le diagnostic de la grossesse, TSH. Donc, elle est connue euthyroïdienne avec des anticorps antithyroïdiens positifs. Donc, dès le début de la grossesse, on va faire un dosage de TSH. Oui, à 20 semaines, c'est librement normal. Et il n'y a aucun intérêt à traiter les femmes ATPO positifs euthyroïdiennes, cliniquement et fonctionnellement. Pour les nodules, le traitement des nodules thyroïdiens. Donc, si le nodule thyroïdien a une indication opératoire, en présence d'une indication opératoire de nodule thyroïdien chez une femme enceinte, on peut envisager cette opération au deuxième trimestre ou après l'accouchement. Si le nodule est toxique, à ce moment-là, on peut on va parler maintenant un peu des recommandations de Royal College of Gynecology Obstetrics. Le dosage de FT4 et TSH, bon, il doit se baser sur les normes. Les normes de FT4 et TSH doivent se baser sur la technique du laboratoire et le trimestre de grossesse. Chez les femmes à risque de dysthyroïdie, il faut un dépistage précoce dès le premier trimestre. Chez les femmes donc, sont à risque d'hypothyroïdie. Avant la conception, il faut cibler un taux de TSH inférieur à 2,5. Chez qui? Chez les femmes qui ont déjà une hypothyroïdie connue et traitée, chez les femmes qui ont une hypothyroïdie avancée, infraclinique, mais avancée, c'est-à-dire le taux de TSH supérieur à 10, et chez les femmes qui ont une hypothyroïdie infraclinique avec une TSH inférieure à 10 et ATPO positif, de préférence donc. FT4 normal avec une TSH élevée, il faut que cette hypothyroïdie fonctionnelle chez la femme qui désire avoir une grossesse. Chez les femmes qui ont déjà une hypothyroïdie connue et traitée, il faut les conseiller que quand elles tombent enceintes, dès le diagnostic de grossesse, elles doivent doubler la dose quotidienne pendant 2 jours par semaine, pas la dose quotidienne. Par exemple, une femme qui est habituée à prendre 100 microgrammes par jour et elle découvre qu'elle est enceinte. Elle découvre qu'elle est enceinte, donc elle va prendre 200 microgrammes 2 jours par semaine et les autres 5 jours, c'est la dose habituelle, ceci avant de consulter et de sa prise en charge par ses médecins gynéco et endocrino. La surveillance de la TSH, on va la faire essentiellement sur la TSH, toutes les 4 à 6 semaines. Puis, à la 20e semaine et à la 28e semaine. L'objectif, un taux de TSH supérieur à 2,5 avec, bien sûr, un taux de FT4 normal. En cas d'hypothyroïdie infraclinique diagnostiquée pendant la grossesse, c'est-à-dire FT4 normal et TSH élevé pour la grossesse, un traitement par lévothyrox donc, est indiqué, notamment au premier trimestre. Donc, le dosage systématique des anti-TPO n'est pas recommandé chez la femme enceinte euthyroïdienne. Il n'est pas nécessaire de lui faire le dosage des anticorps anti-TPO. Le traitement par la lévothyroxine n'est pas recommandé chez les femmes ATPO positifs sans dysfonction thyroïdienne, c'est-à-dire avec FT4 et TSH dans les limites de la femme normale en fonction de l'âge gestationnel. Je vous remercie. Merci, Fauzi. Yves, à toi la parole si tu veux intervenir. Oui, ben, merci beaucoup pour cette conférence très, très instructive. J'aimerais revenir sur une de vos premières images parce qu'il y a certainement quelque chose que je n'ai pas compris dans ce que vous avez dit.
Dans ma compréhension à moi, très très tôt en grossesse, en fait, l'embryon est encore au niveau de l'utérus, c'est-à-dire au niveau des trompes, puis il commence à descendre vers l'utérus. Il se met à produire il se met à produire du bêta-CG. Ce bêta-CG-là a une fonction primordiale, c'est-à-dire qu'il va être capturé par les cellules du corps jaune de l'ovaire qui vont persister à son approche et la résultante va être une augmentation de la progestérone en circulation qui va avoir pour effet de inhiber l'activité antigénique des cellules NK. Et ça, c'est primordial pour l'installation de la grossesse jusqu'à ce que le placenta prenne le relais à la fois dans la fonction de la production de la progestérone et aussi à la fois dans la production de l'estradiol, mais les deux stéroïdes étant toujours dans un ratio 1:10. J'ai pas compris sur votre image lorsque vous dites que le bêta-CG stimule l'estradiol. J'ai pas compris ça. Je ne sais pas par quel mécanisme ça se fait. J'ai probablement manqué quelque chose, là, mais ça, je le comprends pas. Ma deuxième question, ça concerne les variations dans les mesures de TSH, etc. C'est probablement parce que ce sont des laboratoires qui font des immunoanalyses. Parce que les mesures faites par chromatographie liquide suivies de chromatographie par spectrométrie de masse, les variations sont à toute fin pratique très faibles. Voilà ce que je voulais vous dire et merci beaucoup pour votre conférence. Merci pour ce. Oui, bon, les taux de TSH sont variables selon la technique parce que, bon, peut-être pas euh, selon la technique d'usage, donc, sont les anticorps qu'ils ont utilisés, et tout donc, ce qui fait qu'on va voir euh, des valeurs, des normes différentes, c'est sûr. Oui, oui. Ça, par immunoanalyse, j'en doute pas. Ça dépend de la spécificité des Oui, anticorps. oui. Ça pose aucun souci pour moi. Ce qui cause un petit peu, mais en fait, ce qui me gêne un peu, c'est que je ne sais pas comment le bêta-CG peut stimuler l'estradiol. Je ne le vois pas. Parce que les cellules trophoblastiques, le placenta, le trophectoderme n'est pas encore formé. Donc, je ne sais pas comment il peut. Je ne sais pas d'où vient l'estradiol que vous avez indiqué sur une de vos premières images. Oui, mais ils sont augmentés, les estradiol, au début de la grossesse. Oui, mais pas avant 7, 8, 9 semaines. Oui, Pas avant ça, parce que puis ils vont commencer à être augmentés alors que le bêta-CG, lui, va avoir commencé à descendre. oui. Merci. Est-ce que je peux intervenir? Oui, certainement, Raymond. Oui, excusez-moi. Je pense pour Monsieur Canon simplement qu'il y a juste il y a un terme de trop. Ce n'est pas l'HCG qui stimule le stradiol. C'est simplement que le chamboulement provoqué au niveau de la thyroïde par la grossesse, au moment de la grossesse, d'un côté, le HCG a un effet qui va être TSH-like. D'un autre côté, l'estradiol va stimuler la globine transporteuse de la thyroxine. Et puis enfin, cette désiodase placentaire, la désiodase 3, je crois, placentaire, ben voilà, ce sont les trois éléments qui interviennent. Et je crois qu'il y a ce petit mot qui a tout chamboulé dans la compréhension, c'est en disant, c'est la grossesse, c'est à la fois un effet, l'HCG provoque un effet TSH, l'HCG provoque une augmentation de stradiol, et en fait, c'est pas lié. C'est trois événements séparés. Écoutez, je ne sais pas, je veux pas me prétendre plus connaisseur que je suis, là, mais la spécificité d'action de ces hormones-là, c'est par la chaîne bêta. C'est pas par la chaîne alpha. Ils ont besoin d'être couplés en hétérodimère pour avoir une activité, mais l'activité biologique provient de la chaîne bêta et les analogies des chaînes bêta, à l'exception de
entre CG et LH, les analogies FSH, LH, TSH sont à peu près à 10%. Donc, je ne sais pas comment est-ce que la HCG peut avoir du TSH-like. Je ne sais pas. Peut-être, c'est possible, mais je ne sais pas comment. Je ne sais pas. Oui, l'ACG et la TSH euh, sont les hormones hypophysaires qui ont pardon, TSH est le fait de deux sous-unités alpha et sous-unité bêta. ACG également, sous-unité alpha et sous-unité bêta. Et la sous-unité alpha, elle est la même pour l'ACG et pour la TSH. Et c'est peut-être comme ça qu'on explique que l'ACG a un effet Oui, c'est ça. téliotrope léger. Il est faible par rapport à l'effet de la TSH, mais du fait du taux élevé de ACG, on peut avoir un effet TSH-like. Écoutez, peut-être, je ne sais pas, là. Je ne sais pas. C'est possible, là, mais c'est possible. Mais moi, personnellement, dans mes mains à moi, je ne l'ai jamais vu. J'ai fait plein de trucs avec ces choses-là. Puis les effets endocriniens des chaînes alpha sont nuls. Les effets endocriniens des chaînes bêta sont spécifiques, mais l'action biologique in vivo requiert l'hétérodimère alpha-bêta. La preuve, la preuve, c'est que si vous tentez des approches de contraception dans les modèles animaux, il vous suffit juste d'enlever, de bloquer la fonction ovarienne ou de mettre des anti-LH. Si vous faites la même chose chez l'humain avec des anti-LH, ça ne fonctionne pas. Bon, écoutez, il y a Très bien. d'autres Merci. choses plus compliquées Non. que ça. Très bien, c'est à creuser et à revoir. Merci. Donc, docteur Cano, vous pouvez arrêter le partage. D'accord. Comment change? Encore une fois, merci. Et je vous laisse introduire le deuxième orateur. Yves? Ben, moi, j'ai pas la fiche, cher ami. Je la trouve pas non plus. Fait que si tu veux introduire le deuxième orateur, ça va être bien. Ou J'ai peut-être l'affiche Étienne si s'il vous l'a. voulez. Oui, alors. Alors, on peut l'introduire très facilement. Le professeur Zara Farah nous vient d'Algérie. Elle est chef de service de gynécologie obstétrique au CHU de Blida. Euh, Pardon, oh là là, pardon. Elle est chef de service au CHU de Blida, donc en Algérie. Et elle va nous traiter du deuxième sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la prise en charge des dysthyroïdies en pathologie donc obstétricale. Et je pense que c'est ce que nous attendons avec impatience après les difficultés des chaînes bêta et alpha du bêta-HCG. Voilà, donc je pense que c'est très intéressant. Ça va être très intéressant d'écouter ce que va nous dire le professeur Farah sur la prise en charge obstétricale des dysthyroïdies. Zara, à toi la parole. Bonsoir tout le monde. Donc, bonsoir, chers amis. Merci de nous donner la parole pour traiter de ce sujet. Donc, sur le point il y a beaucoup de similitudes entre les présentations. Je vais essayer d'axer beaucoup plus la discussion sur le rôle de l'obstétricien dans la prise en charge. Donc, c'est une situation particulière avec la discussion qui vient d'avoir lieu, une élévation des différentes hormones, des bêta-ACG, des œstrogènes, par le complexe fœto-placentaire. La thyroïde maternelle va faire face aux besoins hormonaux, à la fois de ses propres besoins hormonaux, mais celles aussi de l'enfant et à la diminution de la charge de l'iode pendant la grossesse. L'objectif, en fait, c'est d'avoir cette fameuse
euthyroïdie, pour qu'il y ait un déroulement normal de la grossesse, mais aussi permettre un développement neuropsychologique et neurologique sain pour l'enfant. Ces variations thyroïdiennes doivent être connues par les cliniciens afin de pouvoir avant donc de faire le diagnostic de goitre, qu'il soit une hyperthyroïdie ou une hypothyroïdie au cours de la grossesse. Donc, elle est très fréquente, elle est peut-être un peu plus fréquente chez la femme enceinte et pourrait faire l'objet donc de dépistage. Il peut s'agir donc d'une hypothyroïdie dans 2 à 3% des cas, c'est un peu plus fréquent que les hyperthyroïdies qui, elles, peuvent aller jusqu'à 0,4% des cas. Mais il y a environ 18% des femmes en âge de procréer qui présentent de façon connue ou pas de l'auto-immunité contre antithyroïdienne prouvée par la positivité des anticorps anti-TPO et les ATG. Cette situation-là, elle est pour nous, les gynéco-obstétriciennes, retrouvée surtout en situation d'infertilité, d'échec de fertilité. L'exploration de la thyroïde fait partie du bilan. La dysthyroïdie maternelle, qu'elle soit hypo, hyper, auto-immune, peut être responsable de complications maternelles importantes, donc un effet délétère sur la grossesse, mais aussi sur le fœtus, comme on l'a bien dit, soit par un goitre fœtal qu'on va voir comment le retrouver, ou alors par un trouble du développement psychomoteur. Donc, les dysfonctionnements pendant la grossesse peuvent être donc selon 3 critères, soit un statut d'hyper-hypo par la concentration qui va être définie par la concentration sérique de la TSH, soit par le caractère clinique avéré ou alors frustre subclinique défini par un tableau clinique ou alors une situation pathologique qui va attirer notre attention et les concentrations de la T4 la FT4, ou alors par l'étiologie auto-immune, ça veut dire les anti-TPO, les anti-TG et les TRAC. Le dépistage. Alors, on peut, en tant qu'obstétricien, proposer un dépistage systématique pour toutes les femmes enceintes par le dosage de la TSH avant la 9e semaine ou alors par défaut lors de la première visite de grossesse. Ça veut dire que finalement, au fil du temps, ce bilan, cette TSH s'est imposé au dépistage des obstétriciens à l'annonce du diagnostic de la grossesse. Ce dépistage peut être aussi ciblé par le dosage de la TSH en cas de désir de grossesse, comme on l'a dit, dans le cadre du bilan d'infertilité, ou chez les femmes qui ont un haut risque de dysthyroïdie. Un dosage de la TSH et des ATPO doit être systématiquement fait chez les femmes en situation d'infertilité et à chaque fois qu'on a un taux de TSH supérieur à 2,5. Maintenant, le dépistage peut aussi se faire dans la période du postpartum, donc un taux de TSH entre la 6e et 12e semaine après l'accouchement. Puis 6 mois, il est recommandé chez ces femmes qui sont à haut risque de thyroïdite, donc lorsqu'on a une positivité des anticorps anti-TPO, les femmes diabétiques, donc de type 1, chercher toujours cette situation de dysthyroïdie méconnue, les antécédents bien sûr de thyroïdite en postpartum ou alors une maladie de base d'eau, mais aussi en situation d'hépatite virale chronique. Les hyperthyroïdies, bon alors, elles sont moins fréquentes, elles affectent deux femmes sur 1000. Le diagnostic n'est pas évident. Pourquoi? Parce que pour nous, les cliniciens, eh ben, ça rentre dans le cadre des signes sympathiques de la grossesse, surtout si ça survient au premier trimestre chez des femmes qui ne sont pas connues pour étant des femmes porteuses d'hyperthyroïdie. Et donc, le diagnostic peut être confondu dans ce tableau de problèmes de signes sympathiques. Donc, les situations, les étiologies, donc ça peut être soit une maladie de base d'eau qui est fréquente mais aussi qui est grave,
comme il a été précédemment dit, les adénomes, les thyroïdites aiguës. L'hyperémesis gravidarum, c'est une situation qui peut être pathologique et très grave, surtout si elle est méconnue et mal prise en charge, ou alors dans le cadre d'une maladie trophoblastique. Les signes cliniques, donc les signes cliniques quand est-ce qu'on peut y penser? C'est soit à la palpation donc d'un goitre ou d'un nodule découvert par la patiente ou lors d'un examen systématique, une situation d'hyperactivité ou d'exophtalmie, un myxœdème prétibial, c'est presque pathognomonique, ou alors un examen cardiaque qui retrouve une tachycardie, un souffle systolique, de l'essoufflement chez la patiente. Tout cela peuvent être des signes d'appel, surtout s'ils sont au premier trimestre et qui sont tenaces avec ces signes sympathiques qui sont finalement insistants et persistants. Les symptômes, donc, des nausées, des vomissements, mais ça aussi, ça peut être les effets de du premier trimestre, de l'hypersudation, de la fatigue, de l'essoufflement associé à de la tachycardie, de l'insomnie, de l'anxiété, une patiente qui se plaint de céphalée incessante, des troubles donc un type de diarrhée avec perte de poids, de l'agitation et de la nervosité. Donc, si on prend les vomissements, l'essoufflement, l'anxiété, perte de poids et tout ça, ça peut être tout simplement des signes qui rentrent dans le cadre des signes sympathiques. Mais quand ça tourne à l'anomalie, il faut toujours penser à faire ce bilan thyroïdien. Les risques maternels maintenant, ça peut être la crise donc thyrotoxique, qui est une situation extrême, donc soit méconnue, soit mal diagnostiquée ou mal prise en charge, des défaillances cardiaques, de l'infection, de l'accouchement prématuré, le bilan thyroïdien doit être évalué en situation de menace, l'avortement précoce et les avortements à répétition, la perte fœtale, mais aussi de la prééclampsie avec les complications maternelles et fœtales. Les risques fœtaux, par contre, ils sont plus importants. Retard de croissance, un petit poids pour l'âge, de la prématurité, mort in utero, mais aussi directement ou indirectement de l'hyper ou de l'hypothyroïdie, les anomalies gastro-intestinales, donc ça peut rentrer dans le cadre d'un problème malformatif, les atrésies des couronnes et une mortalité néonatale plus importante. La maladie de base d'eau, on va dire deux mots. Pourquoi? Parce que ça peut provoquer, il peut y avoir un retentissement fœtal plus important, un type d'hyperthyroïdie fœtale lié à ce passage transplacentaire des TSI. Elle doit être recherchée chez toute femme qui a cette maladie de base de évolutif. Le goitre fœtal, par contre, il peut être témoin soit d'une hyper ou d'une hypothyroïdie. Donc, il nécessite une évaluation échographique de la thyroïde fœtale qui doit être réalisée dès la 18e semaine et répétée pour dépister le retentissement fœtal chaque semaine jusqu'à la fin de la grossesse. Et dans ce cas-là, dans le postpartum, l'enfant doit bénéficier quand même d'une prise en charge spécifique. Il faut savoir que le goitre fœtal, on peut le rechercher en échographie. Comment ça se fait? Donc, on prend en général une coupe transversale du cou en descendant, soit en remontant du thorax, soit en descendant à partir du pôle céphalique, et on reconnaît la thyroïde. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche sur l'écran, mais en- Oui, on la donc, voit. vous la Oui, voyez oui, très bien. Donc, on repère la vertèbre cervicale, fétale, et on se projette en avant, vous avez une coupe transversale du cou. Là, ce qui est centré, eh ben, ça n'est rien d'autre que la trachée, et vous avez la thyroïde fœtale qui se dessine. Quand on met le Doppler, vous avez les deux vaisseaux carotides de part et d'autre. Donc, la thyroïde, elle est là. En général, pour un souci mémotechnique, la largeur de cette thyroïde ne doit pas dépasser la largeur de la vertèbre. Donc, elle ne doit pas déborder, elle doit être au maximum à, à la même taille. Donc là, par exemple, et on a des référentiels. À 22 semaines, c'est entre 12 et 13 millimètres. Et si on prend la surface, c'est 40 millimètres quand même. À 32, le diamètre va aller à 22 millimètres avec une surface totale
de 60 millimètres. Dans ce cas-là, regardez, par exemple, si on doit prendre cette surface par rapport à la vertèbre, on voit bien que ici, la thyroïde, eh bien, elle déborde. Donc, on a déjà un retentissement fœtal important, mais ça reste un goitre diffus. Donc, alors, on a des tables, des référentiels qui vont courbe de Luton et Vuillard par rapport au diamètre et au périmètre et Ranzini par rapport au périmètre seulement. Et on va projeter le développement et le comportement de la thyroïde fœtale en fonction, bien sûr, de la thérapeutique qu'on va mettre et de l'évolution de la grossesse. Maintenant, on peut avoir des situations un peu plus complexes. Donc, vous voyez qu'ici, nous avons carrément alors, quand le cou, enfin, la thyroïde est vraiment volumineuse, nous avons carrément une déflexion de la tête. Donc, vous avez une hyperextension de la tête vers l'arrière avec un cou qui est occupé par ce goitre comme dans ce cas-là. Et là, on va mettre le Doppler en codage couleur ce goitre-là pour voir comment il va se comporter. Bon, il y a des conditions d'utilisation, bien sûr. Il faut baisser la PRF et élever le gain. On baisse la PRF pour voir vraiment comment se comportent les vaisseaux dans dans ce goitre fœtal. En situation d'hyper flash total, on est plus dans l'hyperthyroïdie, donc une hyperactivité thyroïdienne dont on témoigne cette hypervascularisation. Par contre, si on a juste un petit flash périphérique unique, c'est plutôt dans l'hypothyroïdie, donc dans cette thyroïde fœtale ne fonctionne pas autant. Donc, on peut avoir quand même à l'échographie fœtale une idée sur le retentissement de la pathologie maternelle et aussi l'efficacité du traitement qu'on va donner, euh, aussi bien sur la maman en faisant les contrôles et les taux, mais aussi sur le fœtus. Et sur cette reconstruction 3D, vous voyez bien que l'enfant, quand même, il a un coup, une hyper extension, mais aussi une voussure claire au niveau du cou fœtal. La prise en charge, elle est médicale, elle peut être chirurgicale, mais aussi il y a du nursing. Donc, le traitement médical, il a été bien expliqué par mon collègue. Il faut aller vers le thyroïdie pour le contrôle de cette thyroïdie clinique. Les produits sont connus pour être, bon, il y en a des nocifs et des moins nocifs. Le PTU, c'est le meilleur. Les effets tératogènes sont là, avec une prévalence d'embryopathie qui peut aller jusqu'à 10%. La prise en charge chirurgicale lorsqu'on a des crises de thyrotoxicose qui rebellent au traitement avec des signes importants chez la mère, on peut proposer quand même soit une résection totale ou partielle de la thyroïde maternelle qui peut régler les problèmes. Mais quand même, c'est des situations extrêmes avec un retentissement maternel important. L'irathérapie est contre-indiquée pendant la grossesse et doit contre-indiquer la grossesse dans les 6 mois qui suivent l'arrêt. Il faut mettre une contraception efficace. C'est la contraception, il faut éviter la contraception orale parce qu'il y a un hypermétabolisme de cette contraception et donc elle risque de ne pas être efficace. L'arrêt des antithyroïdiens de synthèse dès que le diagnostic de grossesse est posé mais passé, si possible, si vous l'avez, le PTU. Et dans le postpartum, bien sûr, une surveillance étroite avec ce risque-là de recrudescence et d'aggravation. Surveillance basée sur la TSH, la T3 à 6 semaines postpartum. Et l'allaitement est autorisé. Il ne faut pas dire aux patientes qu'il ne faut pas allaiter votre enfant parce que vous êtes sous traitement. L'allaitement est autorisé dans cette situation-là. Maintenant, en préconceptionnel, puisqu'il faut, excusez-moi, il faut conseiller ses patientes, la consultation préconceptionnelle est très importante. On doit discuter des risques, on doit discuter de la situation de la patiente. Les patientes ne doivent pas subir la grossesse, mais la programmer.
Oh, et le traitement doit être adéquat pour avoir quand même de l'euthyroïdie et la conception doit être faite sous euthyroïdie. L'irathérapie pour les patientes qui désirent une grossesse avec cet espacement d'au moins 6 mois et une contraception efficace. Maintenant, si une grossesse survient, sachez que on peut aller jusqu'à l'ITG, c'est-à-dire interrompre cette grossesse conçue sous IRA. Et comme je vous ai dit, la contraception orale est à éviter parce qu'il y a un métabolisme plus important et un trouble, il peut y avoir des troubles fonctionnels hépatiques. L'hyperthyroïdie maintenant gestationnelle transitionnelle, elle est déjà, bon, comme l'a dit déjà notre collègue, elle est due à l'effet TSH-like de l'HCG avec une élévation de la FT4 et de la TSH qui va être effondrée. Il n'y a pas d'auto-immunité dans cette situation-là, ce n'est pas une hyperthyroïdie auto-immune. Elle s'associe par contre, dans le cadre de cette hyperémesis gravidarum, à des vomissements, à de l'amaigrissement, de la déshydratation, de la perte de poids très importante qui peuvent aller jusqu'à l'hospitalisation soit dans le service et parfois même dans des unités de soins intensifs avec des troubles ioniques très importants. L'évolution de ces troubles sont indépendants du comportement de la dysthyroïdie, hein, qui peut être transitoire, mais si on n'y remédie pas, ils peuvent être source de problèmes réels chez la patiente. Donc, l'évolution est souvent favorable dès le début du deuxième trimestre. Donc, le traitement, c'est la réhydratation, l'équilibre électrolytique. Il faut faire de l'alimentation parfois parentérale. Le recours aux antithyroïdiens de synthèse sont quand même assez rares. La thyroïdite du postpartum, c'est le goitre qui va s'associer à une thyrotoxicose suivie d'une thyroïdite dans les 4 à 8 mois après l'accouchement. Et le traitement est souvent par la en phase de thyrotoxicose et symptomatique avec des bêta-bloquants. Et c'est des patientes quand même qui justifient un dépistage à distance. L'hypothyroïdie, elle est quand même un peu plus fréquente que l'hyperthyroïdie, 0,3 à 0,5%. L'hypothyroïdie subclinique, donc, elle est entre 2 à 5% si on doit considérer le seuil de TSH supérieur à 4000 unités. Il passe à 15% si on considère ce seuil à 2,5. La prévalence de l'hypothyroxinémie isolée est estimée à 2,2, mais la présence des anticorps anti-TPO pendant la grossesse sont, elles, entre 5 et 10%. Et là, en général, pour la AS, en 2023, ils retiennent le chiffre de 0,1 à 4000 unités, et cela, quel que soit le terme de la grossesse. Actuellement, ce sont les références qui sont retenues. Cette hypothyroïdie, elle peut être avérée, mais comme elle peut être frustre, et c'est celle-là qui parfois nous passe sous le nez, hein. Si la TSH est supérieure aux valeurs de référence, elle doit être confirmée toujours par un deuxième prélèvement. Et si l'hypothyroxinémie est isolée, peut également être constatée et définie par une FT3 diminuée alors que la TSH est normale. Les étiologies, elles varient selon l'origine, l'ethnie, l'âge, l'IMC, mais aussi le statut iodé. Actuellement, le déficit en iode n'est pas aussi fréquent que ça, mais la carence iodée est retenue, mais surtout la thyroïdite auto-immune, surtout dans les pays développés, c'est elle qui est retenue comme cause importante de l'hypothyroïdie. Maintenant, pour ce qui est des conséquences obstétricales, donc l'hypothyroïdie, elle est insidieuse parfois, mais aussi parfois elle est très importante et si elle est mal prise en charge, elle peut être potentiellement très sévère. Chez la mère, eh ben, c'est source de problèmes obstétricaux, des avortements spontanés, 60% en cas d'hypothyroïdie clinique, mais plus de 6% en cas de TSH supérieur à 2,5 de l'hypertension gravidique, donc des désordres gravidiques hypertensifs,
avec de la prééclampsie et de l'éclampsie qui peuvent aller à 22%, ce qui n'est pas négligeable, des anomalies du décollement placentaire, soit le décollement placentaire prématuré d'un placenta normalement inséré ou un HRP, de l'anémie, plus d'hémorragie du postpartum et surtout l'accouchement prématuré qui est à moins ces femmes-là peuvent accoucher avant 32 semaines dans 60% des cas des hypothyroïdies cliniques. Sur le plan fœtal, retard de croissance in-utero, hypothyroïdie fœtale, détresse respiratoire et risque de se faire hospitaliser en unité de soins intensifs, des anomalies congénitales et même de la mort in-utero. Les conséquences, bien sûr, sont connues. Un QI bas et une corrélation est établie entre la sévérité de l'hypothyroïdie maternelle et la diminution du QI qui peuvent être découverts à l'âge de 7 et jusqu'à 9 ans, ça veut dire dans la petite enfance. Actuellement, pour le dépistage et pour le diagnostic, le dépistage est ciblé sur les facteurs de risque. Donc, dès la première consultation suivant le diagnostic de la grossesse, il repose, comme on l'a dit, sur le dosage de la TSH, il n'est pas utile de faire la FT3 ou la T4. Les valeurs sont retenues, donc la TSH, on l'a dit, supérieure à 4, il faut refaire confirmer par un deuxième prélèvement. Et si la TSH est supérieure à 2,5, il faut faire les anti-TPO pour évaluer le risque d'évolution vers une hypothyroïdie, dans ce cas-là, qui peut s'aggraver dans le postpartum. La tendance actuelle, il faut le dire, qu'il faut que ce dépistage devienne systématique ou presque universel, vu qu'il y a quand même presque 50% des cas d'hypothyroïdie qui sont infracliniques. Les facteurs de risque de faire une hypothyroïdie, c'est l'âge maternel, l'IMC supérieur à 40, certains traitements, les antécédents de diabète de type 1 ou les maladies auto-immunes. Alors, les situations obstétricales qui doivent attirer notre attention, c'est l'accouchement, les MIU, les fausses couches et surtout l'infertilité, les antécédents personnels d'un incident de dysthyroïdie pour un événement ou pour un autre, et les patientes issues de zones de carence en IOD ou un antécédent de radiothérapie cervicale ou de chirurgie thyroïdienne, bien sûr, et même une dysthyroïdie au premier degré. Les signes cliniques maintenant une patiente qui fait une hypothyroïdie, c'est de la fatigue, de la prise de poids, surtout les crises musculaires, les crampes musculaires, une tendance à l'hypothermie, à l'insomnie, une constipation et des chutes de cheveux. Donc, les troubles communs à l'hypothyroïdie en dehors de la grossesse. Le risque maternel maintenant, donc l'infertilité, on l'a dit, la prématurité, les petits poids, mais surtout les dysfonctions cardiaques, l'HRP et la prééclampsie avec ses complications. Les risques fœtaux, QI bas, crétinisme, hypothyroïdie fœtale, absence congénitale carrément de la glande thyroïde. La prise en charge en cours de grossesse. Alors, chez les femmes déjà connues et sous traitement, le traitement sera basé sur la lévothyroxine, donc en préconceptionnel. Il vaut mieux que ça soit mis en préconceptionnel. Il faut juste penser à augmenter la dose jusqu'à 30%. Chez les femmes dépistées hypothyroïdiennes en cours de la grossesse, de la même façon, il faut les mettre sous lévothyroxine dès que la TSH est supérieure à 4. Et dès que, on l'a dit, dès que la TSH est supérieure à 2, 2,5, il faut faire si les anti-TPOC sont négatifs. Maintenant, le traitement sera discuté si la TSH est entre 2,5 et 4. La surveillance, chaque 4 à 6 semaines jusqu'à 22 semaines, on va faire la TSH, puis une fois entre 30 et 34 et au moins une fois en postpartum. L'objectif, bien sûr, c'est d'avoir une TSH sur un seuil inférieur, entre le seuil inférieur et 2,5. Chez les femmes enceintes maintenant qui développent une hypothyroïdie clinique au cours de la grossesse, les recommandations sont de les traiter sous lévothyroxine selon la AS de 2023.
En cas d'hypothyroïdie subclinique ou infraclinique ou des hypothyroxinémies isolées, l'intérêt donc restera débattu. Il sera recommandé si les anti-TPO sont détectables et si les anti-TPO ne sont pas détectables, mais la patiente est systématique et on ne traite pas si c'est négatif et la patiente est asymptomatique. Maintenant, il y a des conseils hygiéno-diététiques à fournir. C'est des traitements non médicamenteux, donc une alimentation plutôt soft, c'est-à-dire voilà, des fruits, des végétaux, de l'eau et des probiotiques avec euh, des, des, des- des aliments verts, j'allais dire. L'huile, favoriser tout ce qui est huile, surtout l'huile de coco. Les aliments riches en iodine, comme les épinards, les lentilles, toutes les légumineuses, les amandes, les quinoa, les grains de quinoa, et puis surtout les figues et la cardamome, mais surtout les figues chez nous, surtout les Méditerranéens. Les aliments riches, par contre, en zinc, peuvent être aussi conseillés à connaître chez les patientes. Il y a une situation particulière qui est l'hypothyroïdie grave, qui peut aller donc vers le coma. Cette situation-là est dramatique chez une femme enceinte. Elle est rare. La patiente doit être hospitalisée. En fait, on n'y pense pas souvent, mais le bilan thyroïdien dans une perte de connaissance ou une altération des fonctions vitales de la femme, le bilan thyroïdien, on doit y penser. L'hospitalisation en unité de soins intensifs, la lévothyroxine, dans ce cas-là, va être mise en intraveineux avec une corticothérapie, une réanimation intensive, des électrolytes, des fluides pour la réhydratation, mise sous antibiotiques puisque le risque d'infection est plus important. Parfois, la patiente peut arriver jusqu'à l'assistance respiratoire. On imagine bien que dans ces situations-là, le pronostic fœtal est très grave et la mort in utero est souvent là. En conclusion, la dysthyroïdie est devenue actuellement une situation de plus en plus fréquente en gynécologie obstétrique. Les retentissements sont à la fois maternels mais fœtals aussi. Ils peuvent parfois être graves. Le dépistage et le diagnostic sont plutôt simples et le traitement est codifié. Il suffit donc d'y penser et de demander le traitement. Il y a une nécessité d'y penser devant des tableaux cliniques parfois qui sont frustres, de l'infertilité, de la menace d'avortement, de la perte fœtale, de la fatigue, tous les signes qui ne sont pas spécifiques finalement. Et le dépistage finalement doit être proposé à toutes les patientes en début de grossesse. Et je vous remercie. Étienne, merci Isidore pour cette Merci beaucoup. excellente présentation. Oui, Étienne, à toi la parole. Ben écoutez, est-ce qu'il y a des questions? Oui, Vraiment. oui, s'il vous plaît. Oui, moi j'ai juste, j'ai mis ça sur le chat, mais je crois que on lit pas trop le chat. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas si on n'a pas entendu parler, Zara, du rôle diagnostique de la maturité des points d'ossification. Est-ce que cet item persiste dans le diagnostic, en particulier de l'hyper, mais aussi de l'hypothyroïdie? Ça, c'est la première question. Voilà. La deuxième question, c'est quelle est l'attitude dans la découverte d'un goitre fœtal à l'échographie sans signe maternel évident? Alors, merci. Donc, les points d'ossification, c'est plus une conséquence que un moyen de diagnostic. Actuellement, ce qui est retenu, c'est le goitre fœtal, c'est-à-dire faire une coupe à partir de la tête et descendre
au niveau de la thyroïde, de l'os cricoïde, et juste là, et mesurer la thyroïde fœtale. Si on a une ossification, ça n'est pas la seule cause, la thyroïde, mais actuellement, ça n'est que le goitre. Maintenant, la découverte d'un goitre fœtal sans conséquences maternelles, il y a les goitres diffus de l'enfant, de néonataux, pardon, mais qui ne sont pas, euh, c'est-à-dire, est-ce que c'est-à-dire, ça motive, ça doit motiver un dosage, ça doit motiver une exploration plus affinée chez la mère. Mais à ma connaissance, je n'ai pas croisé cette situation où on a un goitre fœtal, sauf si c'est une tumeur cervicale. Mais à ma connaissance, sincèrement, je n'ai pas encore croisé cette situation. Déjà que c'est pas évident pour avoir un goitre fœtal, c'est-à-dire qu'il y a une dysthyroïdie, mais qui est vraiment méconnue et maltraitée. C'est pas traité du tout. Maintenant, je n'ai pas la notion d'avoir un goitre fœtal isolé, sans perturbation de la fonction thyroïdienne maternelle, puisqu'on sait bien que tôt pendant la grossesse, l'enfant par lui-même, le fœtus par lui-même, fait fonctionner sa thyroïde et produit ses propres hormones thyroïdiennes. Sincèrement, cette notion, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas croisée. Par trouble génétique, donc une pathologie récessive, autosomique, soit aussi par dysgénésie thyroïdienne, donc comme tu viens de l'évoquer, Pathologie propre. spontanée. Voilà. Donc, oui, effectivement, c'est extrêmement rare, mais ça se trouve et on se trouve parfois devant la découverte d'un goitre sans avoir du tout soupçonné l'existence d'une pathologie thyroïdienne. Alors, est-ce la mère? Est-ce propre à l'enfant? Donc, c'est toujours. D'autant que ça peut avoir des complications relativement importantes, hein, hydramnios et tout le reste. Voilà, merci. Bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Euh, Si vous permettez, juste, je remercie Isa pour cette excellente présentation. Juste pour insister sur le fait que en obstétrique, on est souvent confronté à ces situations de fausses couches à répétition, de fausses couches, d'accouchement prématuré, d'écoulement prématuré d'un placenta normalement inséré. Mais on oublie souvent de rechercher la dystéroïdie. Dans ces cas, on se contente de traiter symptomatiquement et de prolonger la grossesse. Et c'est pour ça que, Zahra, tu as bien fait d'insister sur le fait que, à part la clinique qui est souvent un infraclinique, on a l'œdème, on peut le mettre sur le compte de la prééclampsie, les chutes de cheveux, va pas s'intéresser à ça, la fatigue, la tachycardie, et au fait, il faut toujours chercher la dysthyroïdie devant toute situation d'appel. Non, juste, c'était pour ajouter ce que tu as bien expliqué. Etienne? Mhm. Oui. Oui, Eh Zahra? ben, il n'y a plus de questions ou de commentaires. Ben, Non. écoutez, dans ce cas, on va passer au troisième et dernier exposé qui porte sur la prise en charge du nouveau-né de mère dysthyroïdienne, un exposé du docteur Sadok Hanashi, qui est assistant hospitalo-universitaire du service de néonatologie à l'hôpital militaire de Tunis, un hôpital bien connu à Tunis. Alors, Est-ce que vous voulez mettre bonsoir une tout le monde. diapositive? Oui, voilà, parfait. Bonsoir tout le monde. Euh, merci, merci de me choisir d'être cette soirée comme invité de la FIFOG. Je remercie également mon maître, Dr Béchir Zouaoui. Je remercie pour me choisir de vous présenter le nouveau-né de mère dystéroïdienne. En fait, la prise en charge d'un nouveau-né de mère dystéroïdienne, ça constitue un modèle particulièrement intéressant d'interaction materno-fœtale, que ce soit sur le plan endocrine que sur le plan immunologique. Contrairement à d'autres pathologies maternelles,
l'équilibre clinique maternel n'exclut absolument à rien le risque néonatal, car les mécanismes sont très diversifiés et sont impliqués et essentiellement, c'est immunologique et pharmacologique. L'enjeu principal n'est pas, n'est pas, n'est pas tout simplement métabolique, mais surtout, c'est le neurodéveloppemental en tant que néonatologue. Donc, c'est le développement psychomoteur de l'enfant avec un impact potentiel irréversible en cas de retard diagnostique. Comme je suppose vous le savez, l'hypothyroïdie congénitale, c'est la première étiologie du retard mental réversible. Donc, on va présenter la physiopathologie, mais aussi identifier les facteurs de risque et essayer d'établir une prise en charge néonatale rationnelle. En fait, les dystéroïdies constituent la deuxième endocrinopathie de la grossesse après le diabète gestationnel. Sa prévalence, c'est aux alentours de 2 à 3%. L'hypothyroïdie, elle est beaucoup plus fréquente par rapport à l'hyperthyroïdie. Et surtout, l'hypothyroïdie, elle est dominée par les formes infracliniques. Le problème majeur réside dans le fait que les manifestations cliniques sont souvent masquées par la grossesse et comme ça a été déjà bien expliqué par les deux conférences précédentes, et donc c'est peuvent être masqués par les signes de la grossesse comme la fatigue, la constipation, ce qui fait confusion avec les signes d'hypothyroïdie. Et pourtant, les conséquences fœtales et néonatales peuvent être graves et peuvent être sévères et parfois retardées, mais elles sont surtout évitables par une prise en charge précoce. Un concept essentiel à retenir est qu'une mère cliniquement équilibrée n'exclut jamais un risque néonatal, et ceci notamment en raison du rôle central des anticorps circulants. Alors pourquoi le fœtus est-il vulnérable? En fait, la vulnérabilité fœtale repose sur 3 éléments physiopathologiques fondamentaux. Premièrement, c'est les besoins maternels en hormones thyroïdiennes augmentent précocement dès le premier trimestre, et ceci sous l'effet de l'ACG, comme ça a été bien expliqué durant les 2 conférences. Deuxièmement, le fœtus dépend partiellement des hormones maternelles jusqu'à l'âge gestationnel de 18 à 20 semaines d'aménorrhée, jusqu'à, bien sûr, une maturation fonctionnelle de sa propre glande. Troisièmement, pourquoi ce fœtus est-il vulnérable? Par un passage transplacentaire d'hormones, d'anticorps et de médicaments. C'est ainsi que le statut immunologique maternel devient déterminant majeur de statut fœtal. Et ceci explique pourquoi certaines atteintes néonatales surviennent même chez des mères euthyroïdiennes sous traitement. Alors, quelles sont les situations à risque? Donc, 3 catégories de risques doivent être distinguées. C'est les risques immunologiques, les risques iatrogènes et le risque néonatal. Le risque immunologique, principalement de la maladie de base 2, la thyroïdite auto-immune. Le risque iatrogène essentiellement lié aux antithyroïdiennes de synthèse et le risque nutritionnel représenté par la carence iodée et qui devient de moins en moins fréquente. Et de ce fait, la stratification du risque doit commencer dès la grossesse. Alors, ça, c'est une plaque qui explique la physiologie des hormones thyroïdiennes,
qui commence par l'hypothalamus, TRH, l'hypophyse antérieure et la TSH qui va stimuler les glandes thyroïdiennes pour sécréter la FT4 et pour agir au niveau des cellules cibles. Donc, l'axe hypothalamo-hypophyso-thyroïdien fœtal est immature et environ 50% de la FT4, de la T4 fœtale provient de la mère, surtout en premier trimestre. Ces hormones proviennent de la mère par passage placentaire, comme je vous ai dit, surtout au début de la grossesse. Et ceci va avoir des conséquences fœtales majeures par certains anticorps antithyroïdiens et le risque de dysthyroïdie néonatale va varier de 2 à 10% sous forme d'hypothyroïdie par anticorps bloquants ou d'hyperthyroïdie par anticorps stimulants. Alors, pour la transition fœto-néonatale, la naissance va représenter un stress endocrinien majeur. C'est le stress de notre vie. L'exposition au froid, le clompage de cordon vont entraîner un pic brutal de TSH qui va aller de 60 à 100 milliunités par litre chez le nouveau-né à terme. Ça va stimuler la glande thyroïdienne et il y aura eu une augmentation importante des hormones thyroïdiennes. Donc, il y aura une hyperthyroïdie physiologique qui va durer jusqu'à l'âge de 4 jours. Et pour cela, le dépistage, il doit être retardé. Le dépistage néonatal, il doit être retardé jusqu'à 4 à 5 jours. Donc, ce phénomène physiologique va compliquer l'interprétation des dosages précoces et explique pourquoi il y a des faux positifs si on fait un dosage précoce. D'où une connaissance précise de cette cinétique hormonale est indispensable pour, bien sûr, éviter un faux positif ou un surdiagnostic. Ça, c'est un tableau qui montre les valeurs normales de la TSH, de la FT4 et de la FT3 selon les tranches d'âge. En fait, les valeurs normales de la TSH et d'hormones thyroïdiennes varient selon l'âge postnatal et bien sûr le terme selon qu'il s'agissait d'un nouveau-né prématuré ou un nouveau-né à terme. Donc, l'interprétation doit être contextualisée et l'erreur fréquente, c'est d'appliquer les normes adultes aux nouveau-nés. Alors, maintenant, on va passer aux répercussions de la dysthyroïdie maternelle sur le fœtus et le nouveau-né. On va commencer par l'hypothyroïdie maternelle. Bien sûr, comme je vous ai dit, elle est plus fréquente que l'hyperthyroïdie. Elle est dominée par les formes auto-immunes. Les formes iatrogènes post-BAS2 constituent le groupe à haut risque néonatal en raison de la persistance d'anticorps bloquants. La carence iodée, quand même, reste une cause majeure dans certaines régions. Les signes maternels, ça a été bien expliqué dans les 2 précédentes conférences, la fatigue, l'asthénie, la bradycardie, la frilosité, la dépression, l'infiltration et l'œdème qui peut aller jusqu'à la réanimation. Les conséquences fœtales en prénatal, on peut avoir l'avortement, la mort fœtale in utero, le retard de croissance intra-utérin, la prématurité, l'altération du développement cérébral, et c'est l'enjeu le plus important. Donc, le risque majeur, c'est vraiment le développement cérébral
Et le premier trimestre, ici, constitue la période critique de vulnérabilité neurodéveloppementale. Et malheureusement, l'impact cognitif peut être définitif, surtout en matière de thyroïdite auto-immune, et ceci à cause des anticorps bloquants qui vont passer la barrière placentaire. Donc, les actions des hormones thyroïdiennes chez le fœtus et chez le nouveau-né, concernant la croissance du développement et le développement du système nerveux central, leur déficit peut être responsable d'un déficit du système visuel, d'un trouble de la mémoire et d'un retard psychomoteur et un retard mental qui malheureusement va être irréversible. Parce que les hormones thyroïdiennes, elles interviennent dans la migration neuronale, dans la myélinisation et surtout la synaptogénèse. Et de ce fait, leur déficit va entraîner des troubles cognitifs et psychomoteurs irréversibles. Sur la croissance et le développement des squelettes, pour le fœtus, les hormones thyroïdiennes sont nécessaires à la différenciation et la maturation osseuse. Et chez le nouveau-né, elles sont responsables de la croissance et continuent à contrôler la maturation osseuse. Sur le plan métabolique, elles sont responsables de la thermogenèse et par conséquent, un nouveau-né qui présente une hypothyroïdie, il peut présenter une hypothermie. Le métabolisme glycidique, les hormones thyroïdiennes sont hyperglycémiants et il augmente la filtration glomérulaire et augmente le débit sanguin rénal. Et ce qui va expliquer donc l'hypothermie, les œdèmes et les troubles métaboliques observés chez le nouveau-né hypothyroïdie, suivi pour hypothyroïdie. Pour l'hypothyroïdie maternelle connue avant la grossesse, bien sûr, ça a été bien expliqué avant, les besoins en traitement, ça augmente durant la grossesse. La surveillance de la femme enceinte, c'est la TSH et il faut adapter les doses et ça a été bien expliqué par nos maîtres endocrinos et obstétriciens et ils connaissent ça mieux que moi. Donc, pour l'hypothyroïdie qui est diagnostiquée au cours de la grossesse, un dépistage ciblé, oui, bon, selon les antécédents personnels et antécédents familiales. Et le message clé ici, c'est qu'à chaque fois, on suspecte une hypothyroïdie chez la maman et il ne faut jamais hésiter à demander le bilan. En fait, le dépistage universel reste débattu, mais le dépistage ciblé chez les patients présentant des facteurs de risque est indispensable. Ça ne discute pas. Alors, les signes d'hypothyroïdie maternelle, je les ai dit, les asthénies, les sécheresses, les goitres, la prise de poids excessive. Le diagnostic, c'est la TSH augmentée avec FT4 basse. Le traitement, c'est la lévothyroxine. Alors, en cas d'hypothyroïdie, que faire pour le fœtus? En fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Et bon, pour le goitre, il y a le risque de compression. Bon, sincèrement, je n'ai jamais vu un goitre aussi compressif chez le fœtus. Pour l'hypothyroïdie néonatale, l'examen clinique il doit être minutieux à la recherche des signes d'hypothyroïdie, mais il faut savoir que le tableau complet, pratiquement ça n'existe pas. Il n'y a pas de tableau complet. Les signes
pratiquement 5% des nouveau-nés auront un tableau aussi complet, mais les signes peuvent être tardifs. C'est l'hypotonie, la macroglossie, l'ictère prolongé, la fontanelle antérieure qui est large, la fontanelle postérieure déjà qui, chez le nouveau-né à terme, normalement, la fontanelle postérieure devra être fermée. Si elle est encore là, c'est-à-dire c'est un signe qui nous permet de suspecter l'hypothyroïdie, les cheveux abondants et secs, l'infiltration du visage et des mains, l'abdomen qui est distendu avec présence d'une éventuelle hernie ombilicale, c'est très évocateur. L'hypothermie, c'est très évocateur aussi. Et bien sûr, la retard d'émission du méconium, surtout après l'âge de 48 heures. Ça, ce sont des photos qui résume un peu les différents signes de l'hypothyroïdie congénitale chez le nouveau-né. Donc, les troubles respiratoires, un nouveau-né hypothyroïdien peut présenter des troubles respiratoires avec une respiration bruyante, mais surtout, c'est un nouveau-né qui est calme, qui ne pleure pas, qui dort beaucoup, qui est incapable de terminer sa tétée. Parfois, les mamans consultent à J5, à J7, même plus, à J10, elles nous disent que mon nouveau-né dort. Par contre, un nouveau-né à terme qui pèse 3 kg ou 3 kg 500, normalement, il est capable de terminer les seins de sa maman au bout de 15 minutes, 20 minutes max. Mais elle vous dit que mon nouveau-né, mon bébé dort au moment de tétée. Ce sont des tétées lentes, qui sont incomplètes. La constipation aussi, classiquement, le nouveau-né, surtout qui est allaité au sein, a ce qu'on appelle la diarrhée prandiale, c'est-à-dire qu'à chaque fois il prend le sein de sa maman, il fait une petite selle liquidienne. En cas d'hypothyroïdie, il y a la notion de constipation. L'ictère néonatal prolongé, qui est défini par un ictère supérieur à 10 jours, même supérieur à 15 jours, c'est le nouveau-né à terme, mais chez les nouveau-nés prématurés, c'est surtout supérieur après 3 semaines. Et on ne devrait jamais arriver, sincèrement, on ne devrait jamais arriver à la stagnation de la taille, parce que si on arrive à une stagnation de la taille ou à une stagnation staturale, c'est-à-dire que les séquelles neurodéveloppementales se sont installées, malheureusement. Alors, le dosage, c'est comme chez l'adulte, c'est le dosage surtout de TSH entre J3 et J5. Il faut retarder le dépistage. En cas d'hypothyroïdie biologique avec un examen clinique normal, il faut refaire les bilans au bout de 15 jours et informer les parents des signes cliniques d'une hypothyroïdie. Donc, classiquement, qu'est-ce qu'on fait selon un protocole a été fait en 2022 par l'Association tunisienne de médecine néonatale. Une TSH inférieure à 5, on ne refait pas le bilan. Une TSH entre 5 et 10, on refait le bilan au bout de 15 jours. Une TSH supérieure à 10, il faut commencer le traitement. Au cours, si on a commencé le traitement, il ne faut jamais espérer de normaliser la TSH, mais surtout normaliser la FT4 au bout de 15 jours. La TSH, elle va rester élevée. Donc, on commence par la L-thyroxine ou la levothyrox. En Tunisie, malheureusement, on n'a pas la forme goutte qui est beaucoup plus facile à gérer par les parents. Donc, une goutte est égale à 5 gamma et de ce fait, un bébé de 3 kilos, c'est 15 gamma, c'est 15 microgrammes. Donc, c'est 3 gouttes et c'est 3 gouttes et c'est facile
à gérer. Et bien sûr, ça, l'équilibre, ça dépend du bilan de contrôle. Pour les comprimés, si on n'a pas les gouttes, on a les comprimés qui seront écrasés. Bien sûr, ils seront donnés dans un 2 millilitres d'eau ou idéalement du lait maternel. Et il ne faut jamais dissocier dans le biberon parce que les particules vont être perdues. Donc, l'objectif du traitement d'un nouveau-né hypothyroïdien, c'est d'avoir un examen clinique normal. Il va avoir une température normale. Il faut que le bébé se réveille au bout de 2h30, 3 heures pour prendre son biberon. Il faut avoir une prise pondérale correcte entre 20 et 30 grammes par jour. Le contrôle biologique, bien sûr, c'est la TSH et évidemment la FT4. Donc, au début, on aura 2 contrôles biologiques dans un mois. Puis, les objectifs thérapeutiques, bien sûr, c'est de normaliser rapidement la FT4, comme c'était dit, bien sûr, pour éviter l'atteinte neurologique et par la suite normaliser la TSH. La majorité des formes des nouveau-nés hypothyroïdiennes secondaires à une mère dysthyroïdienne sont heureusement transitoires, mais qui doivent nécessiter un suivi prolongé. Pour l'hyperthyroïdie maternelle, il faut distinguer entre l'hyperthyroïdie gravidique et la maladie de base d'eau. Donc, pratiquement seule la base d'eau qui va exposer à un risque néonatal et généralement, la maladie de base d'eau elle est connue avant la grossesse et c'est pour cela qu'il faut programmer les grossesses de ces malades. Ça a été bien dit, les différents signes chez la maman, la tachycardie, la diarrhée, les tremblements, l'exophtalmie, etc., etc. Pour le fœtus, il y a 2 possibilités. La première possibilité, c'est le passage d'anticorps transplacentaires d'anticorps antirécepteurs TSH. Et dans ce cas, on aura une hyperthyroïdie chez le fœtus. La deuxième possibilité, on aura un passage transplacentaire des hormones, des antithyroïdiennes de synthèse. Et dans ce cas, on aura une hypothyroïdie fœtale. Et l'incidence, il est lié à la posologie, bien sûr, du traitement. Le traitement par les antithyroïdiennes de synthèse doit être prescrit à la dose minimale efficace. Ça a été bien dit. La posologie peut généralement être diminuée au cours du 3e trimestre du fait d'une amélioration spontanée de la maladie. Chez le nouveau-né, l'hyperthyroïdie, elle est rare. Les signes sont frustes, retardés, parfois après J7. Souvent, c'est une mère sous antithyroïdienne de synthèse. Les signes sont les retards de croissance intra-utérine, le goitre dans la moitié des cas, les troubles digestifs avec l'accélération du transit, l'hyperthermie, les sueurs et une tachycardie sinusale. Donc, pour l'hyperthyroïdie, un nouveau-né hyperthyroïdien, il faut l'admettre en unité de soins intensifs. Et bien sûr, il faut doser l'FT4 et la TSH, débuter un traitement par des antithyroïdiennes de synthèse, éviter le benzène. Par contre, on a la carbimazole et la propyltiuracil. Et évidemment, le traitement symptomatique de la tachycardie par les bêta-bloquants. On doit surveiller ces nouveau-nés cliniquement, bien sûr, un bilan thyroïdien jusqu'à la normalisation et le dosage des anticorps stimulants jusqu'à leur disparition.
Finalement, je vais vous proposer un algorithme qui va nous orienter à la prise en charge du nouveau-né de mère dysthyroïdienne. On a deux cas de figure, l'hypothyroïdie et l'hyperthyroïdie maternelle. Si hypothyroïdie sous un traitement seul L-thyroxine, le risque chez le nouveau-né, c'est l'hypothyroïdie qui reste quand même un risque faible, donc pas d'admission et on va programmer un bilan de contrôle, un bilan thyroïdien, surtout TSH, AJ5 de vie. Si c'est L-thyroxine avec d'autres facteurs de risque, le risque c'est l'hyperthyroïdie néonatale et le risque il est intermédiaire. Il vaut mieux admettre le nouveau-né en maternité pendant minimum 48 heures et faire le dosage entre J10 et J14. Pour les femmes hyperthyroïdiennes, en cas d'antécédents familiaux de mutation de récepteurs et avec des signes cliniques d'hyperthyroïdie, le risque d'hyperthyroïdie fœtale et néonatale est très important. Il faut admettre le bébé pendant 48 à 72 heures et les signes peuvent être parfois retardés. Faire la mise au point avec le bilan J5, J7 et évidemment, éventuellement le refaire entre J10 et J14. Alors, qu'est-ce qu'on retient finalement? Finalement, le statut immunologique maternel, il est central dans la prise en charge du nouveau-né de mère dysthyroïdienne. Le risque néonatal peut être retardé. Les formes transitoires ne sont jamais banales. Il faut les prendre en considération, il faut les accompagner, il faut les traiter jusqu'à disparition des anticorps. Et l'objectif principal, vraiment, c'est la prévention d'un retard neurocognitif. Désolé de vous le dire, mais c'est une étiologie qui est réversible. Et entre guillemets, désolé, c'est criminel d'avoir un retard mental suite à une hypothyroïdie congénitale, surtout que de nouveau-nés de mère dysthyroïdienne, c'est-à-dire que les facteurs de risque sont là. Et bien sûr, la coordination multidisciplinaire entre les néonatologues, bien sûr, et nos amis obstétriciens est obligatoire. Merci. Merci infiniment, Cédar. Donc, on attend que nos amis reprennent. Vraiment, tu es là, Étienne? Oui, je suis là. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans le chat ou est-ce que tu as des questions pour notre Simplement un ami Cédar? commentaire pour dire que c'est exceptionnellement clair et limpide et que même si on n'avait rien compris jusqu'à maintenant, beaucoup de choses ont été arrangées. Merci beaucoup. Merci à vous. Étienne, Oui, est-ce que tu as des on va commentaires? peut-être on va peut-être conclure alors, s'il n'y a pas de Oui, questions. donc on a pris assez de temps. Oui. Je te laisse la conclusion, Étienne. Écoutez, je crois que c'était